Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le projet Evil Dead. Evil Dead est un jeu vidéo de zombies intense qui se déroule au cœur de l'Afrique subsaharienne. Ok. Le joueur principal est un soldat envoyé en mission pour apporter un composé chimique afin de créer l'antidote pour guérir les infectés. Voilà, c'est l'objectif du jeu en haut d'un, je dirais. Je me suis beaucoup inspiré du légendaire Resident Evil ainsi que d'autres jeux dans l'élaboration du gameplay de ce jeu. Cela fait un moment déjà que je travaille sur ce projet et jusqu'ici, j'ai implémenté le système de locomotion de base du joueur, la marche, la course, etc. Donc, que pensez-vous du rendu final? Donnez vos avis dans les commentaires. Si vous avez des idées ou des fonctionnalités intéressantes pour le jeu, surtout ne vous gênez pas, crachez le morceau. C'est bien d'écouter les idées des autres pour enrichir le développement du jeu. Maintenant, comment est-ce que je suis parvenu à ce rendu final? Revenons au début du projet. Au début, je n'avais pas le joueur principal du jeu. Donc, il fallait que j'en modélise un. En fonction de l'objectif global du jeu, je devais modéliser un soldat militaire de A à Z. Le problème, c'est que je ne suis pas aussi bon en sculptage de personnages ou sur toute autre forme de sculptage qui se rapproche de cela. Certes, je suis dessinateur, mais je ne suis pas sculpteur. Il y a une très grande différence entre dessiner sur un papier en 2 dimensions et sculpter en 3 dimensions. Il y a bien plus de paramètres à prendre en charge lorsqu'on sculpte que lorsqu'on dessine simplement sur un papier ou tableau, si vous voyez ce que je veux dire. Je voulais certes faire le joueur, mais je ne voulais pas commencer avec un projet totalement vierge. Je voulais démarrer avec un modèle de base, et c'est là que notre cher ami Skefa fait son entrée. Je suis donc allé sur Skefa pour chercher une mèche de base sur laquelle le joueur final allait être modélisé. Après de nombreuses recherches sur le site, j'ai fini par trouver le modèle de base idéal pour faire mon joueur principal. C'est le modèle que vous voyez actuellement à l'écran. J'ai téléchargé ce modèle que j'ai ensuite importé dans Blender pour pouvoir l'éditer. La modélisation du joueur m'a pris une semaine. Avec la retouche de la mèche d'origine, la génération des textures, des matériaux, etc. Je suis satisfait du résultat final. Petite précision, j'ai également cherché et téléchargé d'autres modèles 3D que j'ai ensuite adaptés au contexte de la modélisation que je faisais. Bah oui, je vais quand même pas me mettre à rebâtir là-haut quand même, si elle est déjà existante et cadre avec mes attentes. Sinon, à quoi sert le travail des modélisateurs, moi y compris, qui publient tous les jours leur création sur les plateformes dédiées à cet effet? Maintenant que nous avons notre joueur, il est temps de lui donner vie à travers des animations. Et c'est là que notre cher ami Misamo entre en scène. Checkons ça de plus près. Voici le service Misamo. Il est fort probable que vous connaissiez déjà l'utilité de ce service. Misamo m'a permis d'insérer le squelette d'animation ainsi que les animations du joueur de notre jeu. Ce service est libre d'accès, mais pas open source. Le lien est dans la description si vous voulez accéder à ce service. J'ai d'abord exporté mon joueur depuis Blender au format .fbins que j'ai ensuite importé dans Misamo afin de bénéficier de son système d'auto-rig.
Dès que mon joueur a acquis le squelette d'animation, je l'ai directement téléchargé à son état initial afin de pouvoir lui mettre toutes les animations que j'aurais téléchargées de Misamo dans Blender. Je me suis concentré uniquement sur les animations dont j'avais besoin pour mettre en place le système de locomotion de base du joueur. Il me fallait donc récolter les animations à utiliser pour les cycles de la marche et de la course. Lorsque j'ai eu toutes les animations dont il me fallait, j'ai créé un nouveau projet Blender où je les ai toutes importées grâce à l'add-on Misamo Root. Misamo Root est un plugin Blender permettant d'ajouter un root bond à une animation. Root bond fait référence à l'os qui se trouve à la racine de l'arbre qui définit le squelette d'animation tout entier du joueur. Le root bond généré reprend les positions successives du hips bond. Pourquoi je vous raconte toutes ces conneries? C'est parce que une fois dans Godot, le joueur sera rattaché à un objet central qui va gérer les transformations du joueur dans l'espace 3D en fonction de ses animations. Oui, j'avoue que ce que je viens de dire est trop technique. Mais patience, tout ça sera clair pendant la programmation du déplacement dynamique du joueur synchronisé à ses animations. Le lien vers le plugin Blender Misamo Root est dans la description. À l'heure actuelle, je n'utilise plus cet add-on parce qu'il présente des insuffisances lors de la projection des positions du hips bond au root bond qu'il crée. Ce que je viens de dire est personnel. Peut-être que le mode de fonctionnement de ce plugin comble vos attentes. Voici le résultat final après quelques heures de travail. J'ai donc dû gérer le mouvement racine, root motion en anglais, de toutes les animations manuellement pour avoir le résultat que vous voyez actuellement à l'écran. Le mouvement racine est correctement synchronisé à chaque animation. C'est très important de bien extraire le mouvement racine de chaque animation. Cela facilitera ainsi le travail au script Godot qui déplacera le joueur en fonction des positions et rotations du root bond récupérées de l'animation en cours d'exécution. Maintenant que nous avons les animations correctement configurées avec leur mouvement racine, il est temps d'exporter tout ce bazar dans Godot. J'ai commencé par d'abord exporter mon joueur format .glb parce qu'avec ce format, on arrive à avoir les textures, les matériaux et les animations lors des importations. De plus, on a le YCWag. Le rendu actuel de Blender est ce qu'on obtiendra sur Godot après importation si vous configurez bien le shader matériel lorsque vous êtes en train de donner un teint à votre modèle sur Blender. Tout cela est super cool et pratique. Il y a encore d'autres avantages, notamment lors de la compilation globale du jeu, mais je préfère rester bref pour l'instant. Si vous avez de l'expérience avec d'autres formats, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires.
J'ai exporté le joueur format GLB. Ensuite, je l'ai importé dans Godot. Dans l'importateur de Godot, j'ai extrait les textures, les objets, les matériaux et défini un skeleton map pour le squelette d'animation du joueur. Maintenant qu'on a notre joueur complètement immergé dans Godot, je suis revenu sur Blender. Ensuite, j'ai exporté le rig qui contient toutes les animations à utiliser pour réaliser le système de locomotion de base de notre joueur. Mon objectif dans l'exportation ici est d'extraire les animations que renferme ce rig sous forme d'une librairie d'animation une fois sur Godot. Cela me permettra de distinguer d'une part le modèle 3D du joueur avec son propre rig et d'autre part ses animations. Grâce à cette manière d'organisation des ressources ou actifs, appelez ça comme vous voulez, je serai capable de réutiliser certaines animations de mon joueur sur d'autres modèles si besoin. Donc j'exporte ce rig au format GLB, bien évidemment. Ensuite, je l'importe dans Godot toujours avec le même process, mais cette fois-ci, je m'assure de lui assigner le skeleton map du joueur que j'ai créé lors de son importation. Le skeleton map me permet de reconfigurer le rig que je suis en train d'importer au rig original du joueur pour que ce dernier puisse être en mesure de jouer correctement les animations que détient ce rig. On appelle cela le skeleton retargeting ou animation retargeting pour reprendre un terme plus courant. C'est super important d'avoir un skeleton map sur le squelette d'animation de votre objet car c'est lui qui représente la carte des os de votre squelette et c'est grâce à lui que vous serez en mesure de jouer des animations appartenant à d'autres modèles rigués sur votre squelette d'animation. Je tiens à préciser quelque chose. Assurez-vous que le rig où vous souhaitez récupérer les animations est une structure similaire au rig où vous voulez que les animations soient jouées. Ce détail est très important pour éviter des comportements inattendus. Vous n'entendrez pas ce que je viens de dire dans aucun tutoriel. C'est durant mes travaux que j'ai constaté cela. Maintenant que nous avons nos animations importées et configurées sous forme de librairie d'animation, testons si le reciblage de nos animations fraîchement importées marche sur notre joueur. Voilà, on voit clairement que notre joueur applique les animations. Tout ceci a été possible parce que ces animations ont été extraites d'un rig qui est similaire à celui de notre joueur. Je veux que vous gardiez ce détail à l'esprit. Après avoir tout fait, je me suis mis à configurer les state machines et blend tree du joueur afin de pouvoir être capable de contrôler ses états depuis un script Godot. En parlant d'états, je fais allusion aux animations. Voyez le state machine comme un diagramme d'état transition en UML, où une animation représente un état du joueur. Bon, notre configuration des state machines est faite. À présent, je vais coder le comportement du joueur et de tout ce qui va avec pour finalement être en mesure de manipuler notre joueur depuis un clavier et une souris ou une manette de jeu. J'ai d'abord commencé par implémenter le module de détection des entrées de l'utilisateur parce qu'avant tout, nous devons savoir quelle touche est appuyée afin de déduire quelle opération à effectuer. Le module supporte les entrées de type clavier, souris, manette ainsi que les combinaisons de touches. Vient ensuite notre cher route motion. Ce module écoute les variations des positions et rotations du route bone afin de déterminer la vélocité à appliquer sur le character body de notre joueur. C'est ce que je disais lorsque je travaillais sur les animations du joueur. C'est à ça que cela sert. Tout ceci pour avoir un déplacement synchronisé à l'animation en cours d'exécution. Le module NC Base Locomotion fournit des fonctionnalités de base communes à la gestion de la locomotion d'un joueur. Cette classe sera par la suite redéfinie par celle qui hérite d'elle pour l'implémentation des fonctions propres à notre joueur. Idem pour les modules NC Directional Cycle, NC State Cycle et NC Player Mode. La plupart du temps, le joueur sera amené à courir et à marcher. On aura donc le cycle de la course et celui de la marche, d'où la mise en place des scripts running.gd et welking.gd.
Ces scripts héritent de la classe NC Directional Cycle pour redéfinir les touches de commande par défaut participant au déplacement de notre joueur. Notre joueur aura deux grandes instances distinctes de locomotion. Une lorsqu'il est en bonne santé et une autre lorsqu'il est dans un état critique, ce qui nous donne droit à la mise en place des scripts normal.gd et critical.gd. Ces deux classes héritent de Costume Locomotion. La classe Costume Locomotion hérite à son tour de NC Base Locomotion. Dans cette classe, j'ai implémenté la logique principale du système de locomotion de base du joueur. Il faut savoir que quels que soient les différents états que prendra celui-ci, le processus en arrière-plan restera inchangé. En d'autres termes, si demain le joueur passe en mode arme, les commandes de déplacement resteront inchangées et seule l'animation sera différente. Pour moi, le joueur peut avoir un ou plusieurs modes. Qu'est-ce que je mets dans mode? Je définis un mode du joueur comme étant un ensemble d'états que peut avoir le joueur durant ce mode. Supposons lorsque le joueur commence son aventure, il n'a pas d'arme. Dans ce cas, on dira qu'il est avide. Avide représente un mode. Lorsqu'il possédera par exemple un arc, ce sera également un autre mode. Et dans chacun de ces modes, le joueur pourra faire des actions spécifiques. Par exemple, en mode arc, le joueur peut charger et tirer son arc, alors qu'à vide, il ne peut pas faire cela car il ne garde pas d'arc en ce moment. Par contre, il peut se battre à main nue. J'espère que vous comprenez où je veux en venir. Un mode du joueur est un ensemble d'états possibles durant l'exécution de ce mode. Il peut faire telle chose dans ce mode et ne pas pouvoir faire telle chose dans un autre mode. C'est sur ce concept que j'ai implémenté la classe Single Mode. Elle hérite de la classe NCPlayer Mode. Cette classe représente le joueur avide. En griffe, le joueur qui n'a rien gardé sur ses mains. C'est dans cette même classe que j'ai implémenté toutes les actions possibles que le joueur peut faire une fois dans ce mode. Et pour finir, nous avons le script player.jd qui importe toutes les implémentations afin de faire en sorte qu'elles puissent travailler ensemble. De la détection des commandes de l'utilisateur en passant par le mode actuel du joueur pour ensuite changer son état ou non en fonction des possibilités qu'offre le mode actif du joueur. C'est également dans ce script que la vie globale du joueur est définie et aussi la possibilité de changer le mode en cours d'exécution. Voilà en bref la logique derrière le système de locomotion de base du joueur. Si je compile tout ce bazar, on obtient le résultat que j'avais tout au début de cette vidéo. La version Godot brute du joueur est disponible. Checkez le lien d'accès dans la barre de description. Ce projet est open source. Vous aurez accès aux sources du projet à la fin de son développement pour les curieux qui veulent comprendre comment cela a été fait en détail. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez des questions ou préoccupations, des idées de fonctionnalités ou d'amélioration, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Je ferai des vidéos au fur et à mesure sur l'avancement du développement du jeu, pour que vous ayez une idée de tout ce qui se passe sous le capot. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vous laisse, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine vidéo.